Jérôme Tubiana, co-auteur de Guantanamo Kid. Alexandre Franc, dessinateur de la bande dessinée Guantanamo Kid. Ça fait déjà pas mal d'années que je travaille sur effectivement les conflits et d'autres sujets, en particulier dans des pays du Sahel comme le Tchad, le Soudan et la Corne de l'Afrique, des endroits comme ça. Et donc voilà, mon travail en grande partie, comme journaliste et aussi comme chercheur, c'est de raconter ce qui se passe dans ces endroits-là, en particulier dans les zones de conflit, de suivre aussi des personnages de migrants. Mohamed est un peu un migrant aussi, ou des gens comme ça qui... je suis beaucoup des personnages de jeunes et de moins jeunes qui traversent les frontières, qui partent à l'aventure, auxquels ils arrivent des mésaventures. C'est Dargaud qui nous a mariés pour ce projet. Jérôme avait amené le scénario depuis quelques temps et Pauline Mermet, l'éditrice, et Jérôme ont cherché un dessinateur, ont proposé à plusieurs personnes et puis finalement j'ai fait un essai et c'était bon. C'est l'histoire de Mohamed El Gorani, qui est au départ un jeune qui vit en Arabie Saoudite, mais qui est d'origine tchadienne, qui appartient à une diaspora, donc à cette diaspora africaine très pauvre et marginalisée en Arabie Saoudite, des gens qui ont fui la guerre ou la sécheresse ou la pauvreté dans leur pays et qui se retrouvent un petit peu des citoyens de seconde classe en Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que lui, il a envie de s'en sortir et à l'âge de 13 ans, il fugue et il part au Pakistan pour faire des études qui lui sont inaccessibles en Arabie Saoudite. Et là, pas de chance, le 11 septembre survient et dans la frénésie, dans la folie un petit peu sécuritaire, antiterroriste qui suit le 11 septembre, les services pakistanais commencent à arrêter des étrangers dans leur pays pour les livrer aux Américains contre de l'argent en les présentant comme des islamistes ou des terroristes. Et donc c'est comme ça que Mohamed se retrouve à l'âge de 13 ou 14 ans dans la prison de Guantanamo. Et dans cette absurdité en termes de droit, puisque non seulement il est innocent, mais en plus il est aussi un enfant traité comme un adulte. Et voilà, il en sortira au bout de 8 ans, après un combat qui mènera lui-même constamment contre le système et les gardes, après aussi un combat que mèneront des avocats pour lui et d'autres les faire libérer. Mais en même temps, après sa libération, on raconte aussi que sa vie continue d'être marquée par les stigmates de Guantanamo. C'est une histoire totalement vraie, c'est une histoire qui est entièrement basée sur le témoignage de Mohamed que j'ai recueilli. Par souci d'authenticité, mais aussi parce que Mohamed est un très bon narrateur, tous les mots sont vrais et ont été prononcés par Mohamed. Même les dialogues sont les dialogues tels que Mohamed s'en souvient. On la dessine en mettant un petit peu de distance, en fait, ce que je fais assez naturellement parce que comme j'ai un dessin plutôt synthétique, ça se fait tout seul. J'attache aussi beaucoup d'importance à la construction de la page, au découpage, au rythme. Finalement à la géométrie, et donc moi quand je m'empare d'un sujet comme celui-là, finalement je vois moins ce qu'il peut y avoir comme charge émotionnelle à l'intérieur que ce que je peux en faire pour faire une bonne bande dessinée. Donc j'ai une approche assez formelle qui m'épargne un petit peu les atermoiements et puis qui met le sujet à distance. C'est après avoir dessiné la page et en relisant le livre que je me dis quand même ces salauds de garde, qu'est-ce qu'ils leur ont pas fait pour leur pourrir la vie aux prisonniers, quoi. On s'est dit ça tout bêtement, naturellement, au début du projet, qu'on voyait cette histoire en noir et blanc, que la couleur serait un peu superflue, pittoresque, décorative. Donc non, oui, ça devait être du noir et blanc. Ouais. La seule couleur de Guantanamo, c'est le orange, hein, voilà, dont on l'a mis en couverture. Elle en a une force d'autant plus forte et ça suffit. Même moi, je crois que même bien avant de connaître Alexandre, je m'imaginais la BD en noir et blanc.
Et je crois que c'était aussi le cas de Pauline, notre éditrice. Noir et blanc, c'est imposé d'emblée. Si, on a essayé de mettre du comique, parce que Jérôme disait que Mohamed est un très bon narrateur. C'est c'est un personnage extrêmement vivant. C'est pour ça qu'on en a fait un qui tenait bien la route comme narrateur, comme personnage principal de notre bande dessinée. C'est qu'il avait une telle énergie de vie, de résistance, une telle vitalité. Il y a des scènes humoristiques, il y a des scènes burlesques. Dans ces actes de résistance, il arrive à tourner en dérision le système entier, et on n'a pas du tout voulu se priver de cet élément-là qui met de la légèreté, puis qui met simplement de la vie. C'est ce qui fait qu'on s'attache à ce bonhomme. Si bien la pudeur par rapport à la violence et l'humour, c'est d'abord la raison pour laquelle la BD se prête très bien à raconter cette histoire, mais c'est aussi, elle vient aussi de la personnalité de Mohamed, qui d'abord était un ado à Guantanamo, et un ado plutôt rebelle, et il a à la fois cette pudeur et cet humour. Donc c'est pas seulement... d'abord, je pense qu'elle nous correspond à tous les deux, mais c'est aussi qu'elle correspond à la réalité de Guantanamo et à la réalité du témoignage et de sa mémoire de Guantanamo. Il a beaucoup souffert, et il a parfois ri à Guantanamo avec les amis qu'il a pu s'y faire, aussi bien parmi des prisonniers avec lesquels ils ont tissé des relations d'amitié et de solidarité, et parfois même avec certains gardes qui étaient qui eux aussi nouaient des liens de solidarité avec des prisonniers. Les images qu'on trouve sur internet sont sur des sites tout à fait accessibles. Il y a eu des tas d'articles sur internet sur Guantanamo. La seule difficulté, c'est que c'est des images effectivement qui sont déjà passées par la censure américaine. Donc on a des images très aseptisées de Guantanamo. On n'a aucun visuel d'extérieur. On ne sait pas à quoi ressemble un camp de l'extérieur. On ne connaît pas l'architecture des camps, en tout cas les modernes. On a très peu de vues satellites. On a seulement mais alors la pléthore d'images de la cellule idéale, la cellule modèle. La porte est ouverte, elle est lumineuse, bien rangée, propre, et il y a tout un tas de petites affaires qui sont disposées sur la banquette à la disposition du prisonnier, qui est là comme dans un bon hôtel finalement. Les prisonniers sont pas montrés bien sûr, donc on a une certaine imagerie, mais aseptisée. Après, en tant qu'auteur, à nous d'essayer de retrouver ce que peut être la réalité d'une vie quotidienne dans un système comme ça. Ouais, moi j'ai dessiné beaucoup de grillages et de treillis. Voilà. Là encore, c'est la mémoire de Mohamed qui a permis de corriger la censure américaine, d'y échapper. Puisqu'il a relu les planches, corrigé les planches, notamment sur les décors. Quand des décors étaient même indisponibles, il a essayé de nous décrire les lieux tels qu'ils sont remémorés. Et puis quand des décors avaient été idéalisés par les photographies mises en scène ou censurées par le gouvernement américain, il a permis de rétablir la réalité par sa mémoire. Ces vérités, elles ont déjà été dites de nombreuses fois, y compris et surtout par les journalistes américains. C'est eux qui ont été les premiers, les journalistes et les avocats américains, ils ont été les premiers à dénoncer le système de Guantanamo. Donc tout ça est connu, il n'y a pas de choses... on a parfois hésité à mettre les noms de certains gardes ou de certains prisonniers qui étaient des délateurs, tout ça. C'est plutôt sur ce genre de détails qu'il y avait une ambiguïté, mais pour les faits à Guantanamo, tout le monde l'a dit. Oui, c'est vrai qu'on a préservé des sources, parfois notamment des sources américaines, mais en même temps, d'abord l'histoire était déjà parue, elle est parue, je l'ai fait paraître dès 2011 dans la revue 21, mais aussi je pense qu'Alexandre a tout à fait raison. Les États-Unis restent une grande démocratie avec une liberté d'expression inégalée, et donc les premiers à avoir dénoncé Guantanamo, c'est des Américains eux-mêmes. J'espère d'ailleurs que la BD sera traduite en anglais et publiée aux États-Unis, mais donc ils ont cette capacité autocritique qui est très forte et qui nous permet aussi on en bénéficie aussi, puisque ce sont des Américains eux-mêmes qui ont leaké des documents très importants qui ont permis de connaître la réalité de la prison. Mais après, il y a d'autres pays qui sont égratignés dans Guantanamo et qui sont plus chauds, y compris pour Mohamed par exemple.
notamment le Tchad et le Soudan. Mohamed lui-même n'a pas eu peur de dénoncer les actes des services tchadiens ou du gouvernement tchadien à son égard. Bon, moi-même, je suis interdit de séjour au Soudan depuis quelques années pour d'autres raisons, donc j'ai pas vraiment de raison de me priver. Et j'ai été expulsé aussi du Tchad en janvier, mais là non plus. C'est pas lié à cet album, mais je crois que de toute façon, dans le travail qu'on fait, faut pas s'autocensurer en tout cas. Ils soutiennent l'album, hein. C'est surtout qu'ils vont l'aider à le faire connaître, notamment parmi leurs militants. Et Amnesty soutient des BD, mais parfois sur des sujets beaucoup plus confidentiels que celui-là. Mais on est content aussi qu'ils soient partenaires parce qu'il y a une communauté d'esprit en tout cas. Peut-être, qui sait. J'ai l'impression que Jérôme a une idée derrière la tête en fait depuis tout à l'heure. Non, ce qui est triste, c'est que finalement, comme on le comprend à la fin de la bande dessinée, c'est que l'histoire de Mohamed ne s'arrête pas avec sa libération de Guantanamo. En fait, c'est quelque chose qui le poursuit jusqu'à aujourd'hui. Il reste un homme surveillé, traqué, qui doit se cacher. Peut-être que Jérôme a envie de raconter ça dans le futur. Je ne sais pas si on y arriverait. C'est aussi assez éprouvant de travailler sur des sujets comme ça. Mais après moi aussi c'est ma première BD. J'adore la BD comme lecteur et je suis curieux de voir comment elle va être reçue. Et puis aussi je me rends compte que raconter une histoire vraie en BD, pour moi, pour Alexandre, pour tout le monde, c'est quelque chose d'un peu expérimental. C'est pas la BD standard, donc c'est intéressant aussi ce côté expérimental. Moi je l'aime bien, donc on va voir ce que ça peut donner, ce que ça peut devenir, comment ce petit genre un peu nouveau de bande dessinée du réel va évoluer. Il y a beaucoup d'auteurs que j'admire, mais je pense que ce qu'on cherche, il faut le trouver en soi-même, sinon on est à côté de la plaque. Donc moi j'aimerais bien, oui, parfois avoir l'étincelle que la muse de l'inspiration se pose sur ma tête et me donne l'idée géniale qui est pas seulement géniale parce qu'on se réveille en pleine nuit à 2h du matin avec, mais elle tient le coup suffisamment longtemps pour que ça devienne quelque chose. Ouais, dans ma tête, ouais. C'est un peu nombriliste. La question est très délicate. Mais bon, moi, il y a beaucoup d'auteurs anciens et contemporains que j'adore. Donc je ne saurais pas forcément répondre, mais par exemple, j'adore Johann Sfar. Mais j'aurais pas forcément envie de rentrer dans sa tête parce que j'ai déjà l'impression de connaître ce qu'il y a dans sa tête, pas parce qu'il le met sur la page, il me semble, avec beaucoup de sincérité. Donc j'ai pas forcément besoin de rentrer dans sa tête. En plus, ça a l'air d'être un univers assez compliqué. Mais je suis très content de rentrer dans ses livres à chaque fois qu'il en fait. Oui, je suis d'accord, je confirme. Johann Sfar est un auteur qu'on voit peut-être beaucoup, qui est beaucoup décrié, tout ça. C'est de bon ton de dire oh, c'était mieux avant, etc. C'est un mec tout simplement génial. Chaque fois qu'on lit un bouquin de lui, on est subjugué, fasciné, émerveillé, amusé. C'est drôle, c'est vivant, voilà, c'est un type génial, c'est tout. C'est normal qu'on le voit partout. Carrément, on est d'accord.